So may we start. So may we start. Hey à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année parce que je crois que les vidéos critiques ne m'amusent plus. J'aime parler de plusieurs films comme je vais faire là et avec mes prédictions César et Oscar qui arriveront bientôt. Mais aussi j'aimerais faire davantage sur la chaîne des grosses vidéos comme des documentaires ou des interviews. Ça m'intéresse davantage. C'est vrai que j'ai fait le teaser de mon documentaire sur la danse, mais je ne l'ai pas mis en public, la vraie vidéo, pour une raison que je conçois, c'est le droit à l'image. Tous les enfants que je filme ne sont pour certains pas mineurs et n'ont pas reçu le droit de leurs parents. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne l'auraient pas vue, je vous mets le lien en description si vous êtes intéressés de le découvrir. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai très envie d'avoir vos avis. Bref, dans cette vidéo, on va parler des films qui m'ont marqué cette année, parce que j'en ai vu beaucoup. 130 films en salle et 120 films sur mon ordi. Donc j'ai décidé de faire mon traditionnel top 10, mais à certains moments, il y aura un petit jingle. Je parlerai de mes 5 pires films de l'année, des films que j'ai découverts sur Netflix, des classiques que j'ai adorés, et enfin de 4 films que j'ai vus cette année qui sortiront, j'espère pour certains, en 2022 et que je vous conseille beaucoup. Comme je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, je serai assez brève pour tous les films qui ne concernent pas le top 10. On commence par les mentions honorables avec le numéro 15. Belle de Mamoru Hosoda. Oh là là, je l'attendais ce film que j'ai tristement raté à Cannes. Déjà, Mamoru Hosoda est un génie de l'animation japonaise. Voyez Ame Yuki les enfants loups, c'est formidable. Il montre avec Belle que l'animation 2D est une merveille sans nom, que l'avenir n'est pas que la 3D. Le film est sublime et apporte un beau message sur l'identité que l'on craint de dévoiler au monde. Et les chansons sont vraiment envoûtantes. Numéro 14. Pleasure de Ninja Timberg. Ce film, non plus, je ne pensais pas l'aimer, mais c'est absolument formidable. Le film est un faux documentaire sur le porno et c'est extrêmement intéressant parce que le film ne nous parle pas spécialement de porno, mais de la décadence et de la réussite d'une jeune fille. Et le film a une réalisation impressionnante. Et une fois que j'ai vu ce film, j'ai voulu découvrir un petit classique dont il a été fortement inspiré, je pense. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. On va donc parler des grosses pépites que j'ai découvertes. Il y a donc Showgirls de Paul Verhoeven, qui ressemble vraiment à Pleasure et qui a été une véritable claque, alors qu'il a été beaucoup trop sous-estimé à sa sortie. Ce qui est peut-être le plus grand mystère du cinéma pour moi. On va reparler de Paul Verhoeven, vous verrez. Puis Moulin Rouge, que j'ai vu 2 fois au cinéma après l'avoir découvert sur Disney+. Et même si je ne suis pas fan de Baz Luhrmann avec son Gatsby et son Roméo et Juliette, je dois dire que ce film est une splendeur. Et les chansons sont tellement bien réinterprétées. Attention, il va y avoir pas mal de comédie musicale cette vidéo. Ensuite, j'ai découvert Madame Doubtfire, qui m'a beaucoup émue. C'est un film somptueux sur le divorce et un Robin Williams qui me fait l'adorer encore plus. Puis Fun Game, le film d'1h20, est le thriller le plus satisfaisant que j'ai vu. Tout est ultra maîtrisé. Et enfin, et il sera dans les plus beaux films que j'ai vus de ma vie, c'est Elephant Man de David Lynch, qui m'a fait pleurer devant ma télé alors que j'en ai vu des films de ce style. Reprenons avec le numéro 13, Olga de Eli Grapp. Certainement le moins connu de ce top, et quel dommage! C'est un film ukrainien sur une jeune gymnaste qui doit s'entraîner en Suisse pendant la révolution en Ukraine. Outre le fait que j'aime les films qui parlent de gymnastique, montrer que ce sport peut permettre à une jeune fille de montrer son courage et de lui permettre de rendre fiers ses proches et son pays en gagnant alors qu'ils souffrent tous, il y a quelque chose de vraiment très beau là-dedans. Numéro 12, Le sommet des dieux de Patrick Imbert. Le plus grand dessin animé français que j'ai pu voir. C'est un film hypnotisant qui parle qu'il n'y a jamais de limite et l'animation est absolument vertigineuse. Numéro 11, Annette de Léos Carax. Ce film est resté très longtemps dans le top 10, mais que voulez-vous, il y a eu tellement de grands films cette année.
Que dire de Annette qui n'a pas été dit? La mise en scène est hallucinante, j'ai rarement vu ça. Si on aime le cinéma, il faut impérativement voir ce film. C'est même une leçon de cinéma. J'ai malheureusement eu un peu plus de mal avec la première partie, mais la deuxième, c'est absolument grandiose. Beaucoup de scènes me marqueront à vie dans ce film. Encore? Mais il vient 2 fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma. Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Bah j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là? Je te demande pardon. Bon, ouais, avant de passer au top 10, il faut un peu parler des pires films de l'année. Et c'est un peu triste, il n'y a que des films français. Mais c'est peut-être que j'ai vu 70% de films français, donc voilà, ça joue. Donc il y a Kaamelott qui m'a beaucoup trop ennuyée, je pensais rire comme dans la série, mais pas du tout. Les Méchants, qui veut bien faire, mais ça parle de trop de choses et on n'en a plus rien à faire. Amant, qui est pourtant un film que j'attendais beaucoup, mais le film n'a aucun intérêt et les personnages sont antipathiques, à part bizarrement le mari joué par Benoît Magimel. Serre-moi fort, qui est le genre de film que quand on comprend pas où ça veut nous emmener, on ne le suit pas. Et enfin, lui, qui est l'un des films les plus prétentieux que j'ai jamais vu, sur un homme dépressif qui pense qu'à lui, c'est relativement désagréable, surtout par Guillaume Canet. Allez, maintenant, on va parler de bons films avec le numéro 10, Le Peuple loup de Tom Moore. T'es louve maintenant. Sois une louve. La forêt rétrécit chaque jour. Des loups, ce ne sont que des bêtes. Cette nuit, nous mettrons un terme à tout ça. J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Faut que j'aille l'aider. C'est un film d'animation irlandais et c'est un style que l'on a peu l'habitude de voir. Et pourtant c'est magnifique. C'est très joli, tout est assez plat, il n'y a pas tellement de perspective. Comme si la ville était une carte. Et comme Le Sommet des Dieux, ça fait toujours plaisir de continuer de voir de l'animation en 2D. Le film en a pas l'air au premier abord, mais c'est un vrai film d'animation pour enfants qui parle d'homosexualité sur 2 petites filles qui se libèrent en devenant des louves. C'est teinté de poésie avec la chanson Running with the Wolves qui me fait toujours pleurer quand je l'entends. Oh, et je crois qu'il y a 3 ans, à la fête foraine, on m'a donné une peluche dérivée du personnage principal. À croire que ce film était prédit d'être dans mon top. En numéro 9, In the Heights de John Chu. I've been saving up all my pennies in my piggy bank for this day. This is going to be an emotional roller coaster. The odds are against you. But there's a chance, right? A dream isn't some sparkly diamond. There's no shortcuts. Sometimes it's rough. Yeah, I'm a street light choking on the heat. The world spins around while I'm frozen to my seat. The people that I know. They're talking about kicking out all the dreamers. But every day is different, so it's time to make some noise. We had to assert our dignity in small ways. La comédie musicale qui fait vraiment du bien. Les chansons sont formidables, je les aime toutes. Alors oui, ce film est un petit piège pour moi, ça chante, ça danse, ça rend heureux. Donc j'ai été vite prise par le film et c'est dur de trouver une quelconque objectivité. Mais le film raconte une belle histoire sur l'immigration, sur ces quartiers latinos de New York que l'on connaît très peu. Et j'ai été très attachée aux 2 personnages féminins qui se cherchent, qui doutent de leur avenir, qui ne savent pas si elles veulent rester à Washington Heights ou partir ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Et bien entendu, ce film a été écrit par la star de l'année, Lin-Manuel Miranda. Et donc, on va parler des films Netflix. Avec son film Tic Tic Boom, avec un Andrew Garfield absolument brillant. C'est un très beau film sur l'envie de réussir. Il y a aussi Pieces of a Woman, que je vous renvoie à ma critique, qui m'a, je dois dire, jamais quitté cette année. Et pour finir, Petite fille, sur un petit garçon trans qui est peut-être le plus beau documentaire que j'ai vu.
Si je l'avais vu l'année dernière, il aurait été numéro 1. Repassons au top avec le numéro 8, Last Night in Soho de Edgar Wright. I got this kind of gift. I can see people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? They really happened. What did you see? Le film est déjà d'une prouesse de mise en scène comme j'ai rarement vu. Je ne suis pas une grande fan de films d'horreur, mais celui-là est plutôt à couper le souffle. Les deux jeunes actrices, Thomasine McKenzie et Anya Taylor-Joy, forment un duo assez fou. J'aime aussi beaucoup dans le film la naïveté de Mackenzie, surtout quand elle veut ressembler à cette fille qu'elle voit en rêve sans savoir qui elle est vraiment. Le film parle bien sûr du non-manichéisme des gens et c'est très bien montré. En numéro 7, C'est toi que j'attendais de Stéphanie Pilalonka. Il me posait des questions, Gilles, mais j'arrivais pas à exprimer les choses ou à bien les exprimer, ou je m'agaçais, je m'énervais. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux 8 enfants, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Je veux un enfant, je veux un enfant. L'adoption, on vous l'a dit, c'est un des moyens de protection de l'enfance. Quelles sont nos chances d'aboutir ? Je ne peux pas vous répondre. Le film est sorti récemment, alors voyez-le, vraiment. C'est sans doute ma plus grande découverte de documentaire avec petite fille. Le film décrit par 4 histoires ce qu'est l'adoption. Et c'est absolument brillant et déchirant. J'étais en avant-première et donc on a pu avoir la suite de l'histoire de certains intervenants. Et surtout, le bébé de l'affiche était devenu une adorable petite fille de 3 ans que je voyais courir dans la salle. Elle avait l'air tellement heureuse d'avoir été recueillie par cette famille. Le film nous montre donc à quel point la vie est belle et pleine de surprises et de relations humaines fortes. La réalisatrice a même dit avant le film une phrase très belle : la vie a tellement plus d'imagination que nous. En numéro 6, Boîte noire de Yann Guzlan. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. C'est sûrement le film où, quand j'étais devant, il m'était impossible de souffler une seconde. Le travail du son est assez fou, beaucoup plus abouti que dans Le Chant du Loup. C'est drôle parce que même si on n'y connaît rien au processus des avions et des boîtes noires, le film fait participer le spectateur en faisant écouter plusieurs fois les sons pour qu'on puisse retrouver les petites particules qui pourraient être le déclencheur de l'accident. Il est donc impossible d'en sortir. Oh, et Pierre Ninet est absolument sidérant. En numéro 5, Benedetta de Paul Verhoeven. Dieu te guidera. Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle? Ce qui se passe ici est un blasphème. Ceux qui comptent le savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au bûcher. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. Un film qui a peut-être été assez sous-estimé cette année. Le film est déjà assez intéressant parce que même si on nous montre ses visions, on ne sait jamais si le personnage ment, manipule. C'est un portrait de femme très troublant, mais surtout son éveil à la sexualité qui la sort de son église et de ses visions. C'est vraiment captivant. Le film m'a surpris surtout par son trio d'actrices, Daphné Patakia qui me ferait plaisir de voir gagner au César en révélation, Charlotte Rampling qui est un personnage assez bizarre, la mère supérieure italienne avec l'accent anglais qui ne croit pas aux visions de Benedetta, mais elle est formidable.
Et c'est sûrement une véritable satire que nous fait Verhoeven sur l'église. Mais surtout, il faut citer Virginie Efira, qui est absolument méconnaissable. Je commençais à m'ennuyer de ses rôles un peu comme Sibylle, Victoria. Mais là, waouh, elle est fascinante. C'est la plus grande actrice française que j'ai vue cette année. Et je l'ai vue récemment dans le film Madeleine Collins et elle est brillante également. Bon, ce générique de Cannes n'est pas là au hasard parce que tous les films, sauf un que je vous conseille qui sortiront normalement l'année prochaine, sont des films que j'ai vus à Cannes. Je vais commencer par le tout premier film que j'ai vu pendant ce festival, c'est The Story of Film A New Generation, qui est un documentaire très bien construit sur ce que les films de la dernière décennie ont en commun et ont d'extraordinaire par rapport aux films d'avant encore. Le documentaire il est vrai assez long, mais c'est extrêmement bien fait et ça montre à quel point il est important de voir des films, surtout dans la période dans laquelle on vit. L'autre film, c'est encore un documentaire sur l'acteur Val Kilmer, que je ne connais malheureusement que de nom. Ce sont en parallèle des vidéos d'archives qu'il a tournées pour parler de sa vie et sa vie maintenant avec ses enfants et sa maladie. C'est un film déchirant et splendide. Le dernier film à Cannes qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est After Young avec Colin Farrell. Un film japonais tourné en anglais. C'est sur une famille qui perd leur robot car il meurt et ils essayent donc de le réparer. Puis ensuite, il rentre dans sa conscience. Enfin, c'est compliqué à expliquer après. C'est un des plus beaux films de science-fiction que j'ai pu voir car il est d'une humanité très forte. Et enfin, un film que j'ai vu en avant-première qui sort le 5 janvier, donc vraiment foncez le voir, c'est Mes frères et moi d'un premier réalisateur sur un jeune garçon qui découvre le chant. C'est une sorte de Billy Elliot moderne et c'est formidable. Passons enfin au numéro 4, The Father de Florian Zeller. So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. Tell me do what? Everything is fine, Anne. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? No, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. C'est un film qui a beaucoup grandi en moi et en réalité il aurait pu être plus bas. Mais plus j'y pense, plus je le trouve inventif en termes de mise en scène et tellement fort sur la maladie d'Alzheimer. C'est pas un film que l'on a l'habitude de voir. Je l'ai vu 2 fois et la scène de fin me brise le cœur à chaque fois. Florian Zeller, réalisateur français, est un metteur en scène que j'ai très envie de continuer à suivre. Il me passionne beaucoup. Et bien sûr, Anthony Hopkins est absolument magistral, il mérite son Oscar et Olivia Colman est toujours aussi formidable. Mais je n'ai plus envie de me répéter la concernant. En la voyant dans le film The Lost Daughter que j'ai eu la chance de voir en salle, c'est sans nul doute possible la plus grande actrice britannique de sa génération. Numéro 3, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez? Toutes ces magouilles, c'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Ce que je trouve déjà formidable dans ce film, c'est qu'il arrive à être extrêmement moderne dans ses propos, alors que ça se passe au 19e siècle. Ça m'a énormément fait rire le point de vue des journalistes. Je me souviens d'une scène où le personnage de Vincent Lacoste dit qu'il n'est même pas la peine de lire le livre pour le critiquer, sinon on sera influencé. Le film va même jusqu'à citer le Masque et la Plume et Twitter.
Et le film a beaucoup de tension et d'injustice envers le personnage principal, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant. La production design est splendide. Le casting est absolument fou. Certainement le plus incroyable dans un film français, avec un Depardieu au sommet, Benjamin Voisin qui devient un grand acteur, la jeune Salomé des Wells juste craquante, les fantastiques Cécile de France, Jeanne Balibar, le regretté Jean-François Stévenin, le méconnaissable Xavier Dolan et enfin un Vincent Lacoste qui vole la vedette à tout le monde. En numéro 2, Promising Young Woman d'Emerald Fennell. Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Vous pensiez tous qu'il serait numéro 1, et non. Et pourtant, il a bien tenu. Que dire de plus que dans ma critique ? Je trouve ce film formidable, que ce soit par la mise en scène, ses grands temps impressionnants, son côté thriller très juste sans en faire trop, et surtout son héroïne, quoi. Ce serait presque l'une des plus grandes héroïnes du cinéma. Et ce qui est bien, c'est que contrairement au modèle de la femme forte, elle n'est pas masculinisée et n'a pas d'armes. Ça veut dire que chacune d'entre nous, on peut être comme elle, se battre contre nos droits par notre simple intelligence. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant de boire et d'aller dans des bars pour piéger des mecs, mais juste réussir à expliquer qu'on est des battantes. Comme Carey Mulligan, qui était avant l'innocente Daisy dans Gatsby, qui maintenant devient le personnage le plus mémorable de l'année 2021. Avant de passer au numéro 1, je parlais dans Illusion perdue de Jean-François Stévenin, donc j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour nos disparus dans le milieu du cinéma. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Numéro 1, West Side Story de Steven Spielberg. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house. I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Eh ben, on l'avait attendu celui-là. Avant de le voir, j'avais tellement peur parce que j'ai un tellement beau souvenir de l'original. Ces acteurs, ces chansons, juste ce gros plan de Natalie Wood dans Tonight et son histoire tellement belle, parlant d'amour
plus fort que la haine. Et puis j'ai eu la chance de voir la comédie musicale au Châtelet et quelle grosse claque. Et là arrive ce remake que tout le monde acclamait et qui me faisait peur. Peur de ne pas l'aimer ou peur de le préférer à l'original. Et vous savez quoi? C'est ni l'un ni l'autre. C'est même plus intéressant que ça. J'ai eu la bonne idée déjà de revoir le premier avant que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et je lui reconnais certains défauts. La mise en scène très statique, un couple assez niais, ou encore savoir que les acteurs qui jouaient les Sharks n'étaient pas portoricains. Et le film de Spielberg arrive à recorriger ces défauts. La mise en scène est dynamique, forte en chorégraphie, mais contrairement à Last Night in Soho ou à Moulin Rouge, il ne met pas de la mise en scène à outrance. Et ça fait plaisir pour ce film. Spielberg a un profond respect pour la comédie musicale et le film. Et ça fait plaisir car ces deux films, je dirais, sont au même niveau, car ils se complètent. Donc comme le West Side Story de 1961, celui de 2021 est un grand film. Certainement le plus grand film que j'ai vu au cinéma. Il faudrait faire une vidéo entière sur ce que le film de 1961 fait de mieux et sur ce que Spielberg fait de mieux. Et je pense qu'ils seront à égalité. Il est bien possible que je le fasse. J'aimerais finir par le casting. Juste un petit bémol pour les chefs de gang que j'aime beaucoup moins que dans l'original parce qu'ils n'ont pas assez de gueule et de charisme à mon goût. Et juste George Chakiris quoi. Personne ne peut le remplacer. Ansel Elgort est incroyable. Il m'a fait pleurer dans Nos étoiles contraires, il me fait pleurer dans ce film. Et sa scène de la chanson cool est folle. C'est l'un des rares acteurs dans ce film qui me fait absolument pas regretter le film de 1961. Mais le film revient quand même à 3 actrices vraiment formidables. Déjà, Ariana DeBose, qui joue Anita, qui donne tellement de joie, et j'ai beau m'être remis en boucle la scène d'America du film d'origine, je dois dire que la scène ici en extérieur m'a fait lever de mon siège. Et en parlant d'Anita, le grand atout et la grande ingéniosité de Spielberg, c'est d'avoir inclus notre vieille Anita, notre Rita Moreno en tant que gérante du bar et amie de Tony. Et juste la voir m'a émue à chaque fois, car le film nous rappelle la même chose dans l'original que dans l'original, à savoir la question de l'immigration et de l'amour. Et c'est comme si Rita Moreno redisait la même chose que dans le premier film, et ça c'est fort. Et je vais finir avec la belle révélation du film qui est la splendide et adorable Rachel Zegler, qui est juste un petit ange tombé du ciel avec une voix merveilleuse, et même sa scène de fin, elle arrive à ne pas être qu'une douce créature. Elle arrive à être une femme forte qui peut tenir un pistolet, qui arrive à dire à tout le monde que voilà, vous êtes des monstres, mais il vaut mieux arrêter de se battre. Et là, j'ai pleuré dans le film original, j'ai pleuré exactement pareil dans le film de Spielberg. Cette scène est toujours aussi forte. Mais pourtant, pour elle, je n'irai peut-être pas voir Shazam 2 parce que je n'ai pas aimé le 1. Mais j'ai plutôt hâte de la voir dans Blanche-Neige, qui est un remake assez discutable parce qu'il y en a eu des adaptations de Blanche-Neige. Mais j'aimerais beaucoup la voir dans Blanche-Neige, car déjà dans West Side Story, elle fait une belle Maria digne d'une princesse Disney et ça fait plaisir. Voilà, bon. C'était beaucoup trop long, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis assez triste de ne pas avoir parlé des autres films fantastiques que j'ai vus qui ont raté de très très près le classement, mais je pourrai en reparler dans mes prédictions César et Oscar. Et si vous voulez avoir mes notes sur certains films, n'hésitez pas à jeter un œil à ma page Sens Critique et à mon Instagram que je mettrai en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me mettre vos top 10 de 2021 et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus.